si nous prenons en compte les impacts de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur le marché des paiements au sein de notre écosystème à l'échelle internationale. On peut donc aisément et légitimement se dire que la période semble propice à l'amorce de réflexions de fond sur les prochaines étapes du renforcement du marché de la monétique et des moyens de paiement dans plusieurs zones géographiques, réflexions qui sont déjà par ailleurs amorcées dans différentes régions du monde. J'aimerais citer ici quelques illustrations. Donc, par exemple, en Europe, comme vous le savez, l'écosystème européen des paiements se met progressivement en ordre de marche avec un projet European Payments Initiative, EPI, qui a été annoncé en juillet 2020 avec d'autres étapes en cours d'élaboration. Autre illustration, dans une autre région du monde, les pays émergents, à savoir les BRICS, donc le Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui ont annoncé également en 2020 leur volonté de s'allier sur un modèle en matière de paiement, l'initiative BRICS-Pay. Donc nous verrons comment est-ce que ce modèle sera mis en ordre de marche d'un point de vue opérationnel. Et autre illustration, également dans une autre région du monde, l'Amérique latine, et plus spécifiquement le Brésil, qui a connu ces derniers mois plusieurs étapes décisives pour la structuration de l'écosystème des paiements. Je pense par exemple à l'avènement de l'open banking en mai 2020 ou encore au lancement de l'instant payment qui date il y a quelques semaines puisque la solution Pix a été lancée officiellement le 16 novembre 2020 dans le pays. Si on se focalise sur ce qui se passe au niveau de la région africaine, on peut dire que les réflexions en cours évoluent de plus en plus dans le sens de la promotion des usages cashless et également sur la place que tend à prendre l'interbancarité en tant que pierre angulaire d'une véritable stratégie panafricaine en matière de moyens de paiement, sans oublier bien évidemment la relation entre les différentes mutations qu'on peut observer d'un point de vue technologique ou encore stratégique et la prise en compte indéniable des réalités économiques et sociétales de la région africaine. Je pense par exemple à la place de l'inclusion financière et de l'inclusion numérique dans cette région du monde. Donc ce panorama et ces différents constats qu'on peut faire à l'échelle internationale me permettent d'étayer différentes hypothèses que je souhaiterais présenter à l'occasion de ce débat et proposer à nos intervenants comme source d'échange. Donc première hypothèse clé, dans un marché caractérisé par une mosaïque en termes d'usage et de modèles, le renforcement de l'industrie des paiements ne se fera pas sans le concours de différents acteurs du marché, donc aussi bien les banques que les schemes ou encore les régulateurs, mais également des acteurs que je qualifierais de plus connexes, comme les telcos, qui ont, comme vous le savez, une place prépondérante dans différentes zones de la région africaine, ou encore l'administration publique, qui a un rôle décisif à jouer, notamment dans l'inclusion financière et numérique, et aussi dans l'accompagnement de la population africaine dans l'évolution fluide et sécurisée vers de nouveaux usages. Autre hypothèse clé, l'interbancarité, qui constitue l'une des missions sur laquelle devront s'atteler les acteurs pour faire émerger une réelle vision et stratégie panafricaine dans le domaine des paiements. Et enfin, troisième hypothèse clé, l'enjeu du cross-border et les passerelles naturelles entre l'Europe et certains pays africains, qu'ils soient francophones, anglophones ou encore lusophones, et qui constituent une réelle valeur ajoutée du continent africain pour renforcer sa place au sein de l'écosystème globalisé. Pour réfléchir et échanger sur ces différentes thématiques, j'ai la chance d'être en compagnie d'éminents professionnels du marché des paiements sur le continent africain. Donc, j'aimerais tout d'abord vous présenter donc Monsieur Sami Romdan de Visa. Bonjour et bienvenue, Sami. Bonjour Andrea, bonjour tout le monde. Nous avons également Amadou Tidiane-Wan de Sewacard. Bonjour et bienvenue. Il faudrait activer votre micro, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Oui, bonjour Andrea, bonjour tout le monde. Et enfin, Monsieur Mohamed Amarty Rifi de S2M. Bonjour et bienvenue. Bonjour Andrea, ravi, honoré d'être avec vous aujourd'hui.
Très bien. Merci à tous. Alors, peut-être une petite précision d'ordre organisationnel pour faciliter l'organisation du débat. Donc, nous aurons 1 heure d'échange avec les 3 speakers. Vous aurez bien évidemment la possibilité d'interagir et de poser vos questions sur le chat qui est à votre disposition sur Zoom. Et nous consacrerons bien évidemment 30 minutes après le débat pour poser les différentes questions aux intervenants. Alors, j'aimerais démarrer tout d'abord avec une première question à l'attention de Monsieur Sami Romdan, qui a vocation à planter un petit peu le décor avant d'entrer dans le vif du sujet. Quelles sont les tendances clés qui se dessinent actuellement dans l'industrie du paiement en Afrique en 2020? Merci Andrea. Alors, au fait, le facteur qui a eu le plus d'impact sur le secteur du paiement et qui continue d'accélérer le changement est clairement donc, la pandémie du Covid-19. Et étant donné que cette crise sanitaire, au fait, elle est toujours d'actualité, son impact est aussi important maintenant qu'il était, disons, au début de la pandémie, il y a quelques mois, donc au début de cette année. D'un point de vue donc industrie des paiements, la première et de loin la plus grande tendance est la montée exponentielle donc, que nous constatons du commerce électronique, principalement due à la nécessité donc, pour le commerçant de pouvoir atteindre ses clients à distance et aussi donc, l'augmentation telle que des nouvelles catégories au fait, qu'on ne voyait pas avant. Disons, dans le commerce électronique, notamment donc, le IDS et le VDS Pand, à l'instar donc, des supermarchés en ligne et autres, mais aussi même les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. En fait, tout ça montre que le consommateur se tourne de plus en plus vers le commerce électronique pour des besoins même quotidiens. C'est plus les achats, disons, d'électronique ou bien les achats, disons, qui sont occasionnels. C'est même les dépenses quotidiennes. La deuxième tendance qu'on a constatée aussi, c'est l'augmentation de la demande pour le paiement sans contact. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui considèrent que le sans contact est une alternative plus sûre que l'argent liquide. Et cette tendance, qui se produisait déjà avant le Covid-19, a connu une énorme accélération. Il s'agit d'un signal clair d'une augmentation, à notre sens, donc de la préoccupation du consommateur ou bien du porteur de la carte à remettre sa carte donc au commerçant, mais aussi d'une appréciation accrue de la transparence des transactions de paiement sans contact. En fait, chez Visa, pour soutenir donc, cette demande croissante pour le paiement sans contact, nous avons travaillé avec donc, des partenaires locaux pratiquement sur chaque marché donc, du continent africain pour augmenter les plafonds donc, de paiement sans contact. Et cette initiative elle a permis aux consommateurs d'effectuer encore plus d'achats au quotidien avec des montants encore plus importants, avec une fréquence encore plus importante, d'une manière rapide, facile, mais tout aussi sécurisée que tout autre paiement donc, par carte. Elle apporte également donc, plus de soutien aux commerçants et au personnel de première ligne qui travaillent en ces temps difficiles. Bon, une autre tendance que nous avons constatée, c'est la demande en fait, des consommateurs de solutions de transfert d'argent en person-to-person ou bien P2P. En fait, ces solutions-là permettent aux utilisateurs, enfin, notamment chez Visa, par le biais de notre plateforme Visa Direct en P2P, d'envoyer, de recevoir donc, de l'argent, c'est-à-dire vers ou bien depuis une carte de débit, de crédit prépayé, ou bien la wallet, ou bien tout autre support de paiement. Et on a vu que sur des marchés où le P2P a été lancé et autorisé depuis un certain nombre d'années, ces moyens-là numériques de transfert d'argent sont beaucoup plus résilients que le paiement donc, normal, face-to-face ou bien standard. Et dans certains cas, en fait, le P2P il a même pris complètement le dessus sur l'échange de monnaie donc, physique. En fait, tout cela signifie que la tendance et la préférence de consommateurs pour les paiements numériques s'accélère. Donc, je pense que c'est la principale tendance qu'on a constatée. Et ce qui était autrefois un luxe, en quelque sorte, pour les entreprises, devient aujourd'hui une nécessité pour survivre et aussi pour prospérer à l'avenir. Cela a eu un impact donc, aussi sur la façon avec laquelle les gouvernements collectent soit les impôts ou bien les paiements de manière plus générale donc, auprès des citoyens, mais aussi ça a impacté donc, les versements qui sont faits au titre donc, des programmes sociaux, des subventions, ainsi de suite. Cette implication-là donc, des gouvernements, au fait, disons qu'il y a beaucoup de programmes ou bien de projets qui ont été lancés
depuis plusieurs années sur la digitalisation, donc de manière générale, c'est tous ces projets-là, en fait, notamment dans nos pays donc, du continent africain, ont connu une nette accélération durant cette dernière période-là. Et on constate une application plus active et aussi plus proactive, donc disons, des gouvernements et des banques centrales dans l'industrie des paiements. Donc, ce sont là, je pense, à notre sens, les principales tendances 2020 sur le continent africain. Très bien, merci pour cet éclairage. Vous avez parlé de la prise en compte de plus en plus importante d'autres typologies d'acteurs sur le marché des paiements et j'aimerais rebondir sur ce sujet pour m'adresser à Monsieur Rifi et l'interroger sur la façon dont la transformation digitale impacte la stratégie des acteurs de l'écosystème africain et les interactions entre les différentes parties prenantes de l'écosystème. Merci de me donner la parole. Bon, bien entendu, quand on parle de stratégie, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'elle doit être encouragée par la recherche de l'innovation. C'est un point qui est capital. Il faut évidemment que les acteurs se réinventent sans cesse et adaptent leurs offres en continu, en organique, mais aussi, je dirais, avec l'incubation des fintechs ou à travers des alliances stratégiques. Mais là, pour traiter cette question, je m'arrêterai sur trois éléments clés. Je pense. Le premier est d'ordre économique, le deuxième marketing, et puis aussi un troisième en relation avec la confiance. D'abord sur le premier élément, et au niveau de la politique financière et économique de chaque pays, je pense qu'il sera de plus en plus important de stimuler l'usage du paiement digital par des incentives encourageantes. Je pense d'ailleurs que le Maroc a donné l'exemple en instaurant dans le cadre de la loi de finances 2020 une disposition selon laquelle le contribuable peut bénéficier au titre de l'impôt sur les sociétés d'un abattement de 25% sur la base sur laquelle est assis cet impôt réalisé par le paiement mobile. C'est un bon début, c'est même un très bon début qui pourra peut-être compléter à l'avenir par d'autres incentives qui peuvent être sous forme de réduction des frais de transfert, par exemple, ou autres. Donc, pour rebondir aussi sur ce que disait tout à l'heure M. Arnaud, je pense que globalement, un cadre réglementaire, peut-être je dirais cette fois-ci plus souple, et qui est conjugué à une fiscalité attrayante et une tarification avantageuse, bien entendu, sera, je pense, un facteur clé de succès. Et donc, tous les acteurs concernés dont vous parlez seront amenés à s'y adapter. Bon. Donc, ça concernant le premier point. Le deuxième point, que je qualifie d'ordre marketing, oui, il est clair que avec la transformation digitale que connaissent quasiment tous les secteurs comme vous avez introduit, on verra une gamme de services de plus en plus évoluer. Effectivement, comme disait plus tôt mon confrère, on parle des services de paiement aussi gouvernementaux, enfin G2P ou G2B quand c'est au bénéfice d'entreprises. C'est important, donc cela comprend effectivement le paiement des impôts, des remboursements, des subventions, etc. Mais ils peuvent aussi correspondre à des services financiers autres, qu'on a peut-être des fois tendance à négliger, mais peut-être il faudrait les rappeler, qui peuvent être en bonne interaction avec l'industrie. Le paiement, c'est la micro-épargne, la micro-crédit, micro-assurance. D'ailleurs, on voit des initiatives proposées par quelques opérateurs pionniers en Afrique qui sont particulièrement prometteuses. Et donc, je pense que en termes d'acteurs, l'écosystème accueillera forcément, je dirais, ces nouveaux acteurs. Ils ne sont pas nouveaux, mais ils seront nouveaux dans l'industrie de paiement. Et aussi, c'est très important de le citer, les fintechs aussi qui sont associés à ces métiers, comme les insurtech, par exemple, dont on entend de plus en plus parler et dont on commence à en voir une bonne émergence. Voilà, donc ça c'est le premier point. J'ajouterai un deuxième point qui consiste à dire que il y aura de plus en plus besoin de créer des usages autour de ces services financiers digitaux sur mobile, comme vous l'avez un peu mentionné dans votre introduction, Andrea.
Et cela devra certainement amener les acteurs de cet écosystème à mieux adapter leur offre. Il s'agit bien entendu d'usages qui répondent à un besoin ou une préoccupation quotidienne, des usages par exemple pour les étudiants, les fonctionnaires, les agriculteurs, les routiers, les livreurs, etc. Enfin, toute une panoplie. Je pense qu'ils peuvent déjà, d'ores et déjà, être envisagés de façon simple et selon le même principe. Peut-être qu'il y a juste l'expérience client qui serait à adapter. Et puis, il y a aussi un impact majeur. Je ne veux pas oublier celui-ci. On va certainement revenir peut-être là-dessus dans ce panel. C'est l'open banking. Je pense que c'est un impact majeur aussi sur l'écosystème dans cette logique de plateforme. Et puis, enfin j'ai parlé d'un axe aussi relatif à la confiance. Alors là, je pense que pas l'ombre de doute là-dessus. Plus on avancera dans le digital, plus la cybersécurité, la protection des données deviendront, enfin je dirais pas une préoccupation, mais disons, elles seront nécessaires à adresser. L'objectif, bien entendu, ne serait pas de chercher à tout réglementer avant de lancer une idée ou développer un business autour du digital, parce que l'objectif n'est pas là. Mais il faut bien s'assurer quand même de prendre en considération ce qui existe déjà et intégrer les évolutions au fur et à mesure dans un stade, disons, un peu tôt dans le processus de transformation digitale. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à votre question, Andrea. Il y a peut-être d'autres sujets qui sont en lien, mais peut-être qu'on reviendra dessus. Oui, tout à fait. Et je vous confirme d'ailleurs que nous aurons l'occasion d'aborder la thématique de l'open banking pendant ce débat. Et j'aimerais maintenant me tourner vers Monsieur Tidiane Wane. Vous représentez une autre zone géographique de l'Afrique et j'aimerais avoir également votre regard justement sur cette partie acteur de l'écosystème. Donc, comment est-ce que la situation va évoluer et quid des interactions entre parties prenantes du marché pour structurer l'industrie du paiement en Afrique? Merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup, tout le monde. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Donc, Rami a réellement posé le débat tout à l'heure. Effectivement, les populations africaines aujourd'hui se confrontent à d'énormes challenges de développement de l'économie numérique. Et aujourd'hui, il y a un réel potentiel qu'il faut exploiter. Donc, nos pays aujourd'hui ont une opportunité réelle de pouvoir utiliser ces technologies numériques de paiement digital pour pouvoir sauter un gap décisif pour pouvoir accéder à certaines plateformes financières. Donc, nous, en tant qu'acteurs sur l'industrie de paiement électronique, nous développons beaucoup de solutions sur le plan des plateformes monétiques, sur le plan de l'industrie de la carte de paiement. Et aujourd'hui, ces populations sont très réceptives par rapport à ces enjeux. Et c'est une réelle opportunité pour eux de pouvoir accéder à certains outils qui leur permettront aujourd'hui de régler pas mal de questions. Donc, effectivement, dans nos expériences de tous les jours, on se rend compte que les gens sont très accessibles et ouverts. Et aujourd'hui, ces technologies de paiement numérique constituent un réel besoin, une réelle opportunité pour eux. Et rien que sur les transferts d'argent entre parents, au début de la journée, et il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui explosent pour pouvoir satisfaire une bonne partie de leurs besoins. Très bien, merci pour cet éclairage. J'aimerais qu'on aborde maintenant le sujet des acteurs de la FinTech, puisque, comme vous l'avez vu à l'échelle internationale, c'est une typologie d'acteurs qui tend à s'imposer de plus en plus dans le secteur des paiements et à apporter finalement des services à valeur ajoutée, ou en tout cas des services innovants au bénéfice des acteurs finaux. On a vu par exemple des initiatives intéressantes en Europe, donc favorisées par une réglementation susceptible d'ouvrir le marché, en l'occurrence la DSP2, mais pas seulement. En Amérique latine, on a aussi des fintechs qui se sont illustrés et par exemple un accord ou une alliance
entre les fintechs d'Amérique latine et les fintechs de péninsule ibérique, donc Espagne, Portugal. Ça s'appelle l'Alliance ibéro-américaine de la fintech, pour favoriser en fait des logiques ou des stratégies cross-border. Et j'aimerais du coup m'adresser à Monsieur Samir Hamdan sur ce sujet de la fintech et plus spécifiquement savoir quelle est la situation de la fintech en Afrique et comment est-ce que Visa travaille avec cette typologie d'acteurs. Merci Andrea. En fait, justement, comme vous l'avez très bien mentionné, les fintechs occupent donc de plus en plus d'espace dans notre paysage des paiements et dans, disons, le paysage financier au sens plus large. En fait, ce n'est pas uniquement en Afrique, mais c'est de par le monde, mais en Afrique, plus particulièrement, disons, cette tendance se confirme de jour en jour. Sur notre continent, vous savez, le taux de pénétration du banking classique, si on veut le mesurer en fonction du taux de bancarisation, montre qu'il y a une situation qui est plus ou moins disparate entre les marchés. Mais de manière générale, disons, le taux de bancarisation, ou bien de banking classique, est assez timide. D'accord. Donc, cette situation-là, qui est conjuguée au fait de l'évolution des besoins des consommateurs et aussi des business, a soutenu l'émergence de nouveaux acteurs dans l'industrie des paiements. On retrouve aujourd'hui donc plusieurs exemples d'institutions non financières, donc à l'instar des opérateurs téléphoniques et des fintechs aussi, qui fournissent des services financiers des plus simples aux plus sophistiqués, donc à une large population donc, dans ces marchés-là. Les fintechs ont justement bénéficié donc, de cette situation avec leur savoir-faire, mais aussi avec leur maîtrise de nouveaux outils. Et elles offrent de plus en plus donc, de services et de produits avec une user experience et user interface fortement appréciés par le consommateur. Vous savez, l'un des enjeux principaux, c'est d'offrir cette expérience ou bien ce parcours client qui est facile, qui est fluide, qui est intuitif, mais tout en gardant donc l'équilibre avec le volet sécurité et le volet efficacité. Donc les fintechs réussissent justement à établir donc cet équilibre-là et fournissent donc des services avec une UI, UX qui sont nettement meilleurs en termes de qualité. Et en fait, les fintechs, dans certains cas, se positionnent parfois en tant que concurrents donc, du banking classique, mais dans plusieurs autres cas, en fait, ce sont des fournisseurs d'amélioration. Je donnerai l'exemple peut-être donc des applis mobiles des banques. Il y a beaucoup de fintechs qui collaborent avec les banques pour fournir, donc, que ce soit des APIs ou bien des autres fonctionnalités donc, de géolocalisation. Bien, enfin, il y a vraiment beaucoup d'autres applications qui sont fournies donc, par les fintechs pour accompagner les investissements des institutions financières. Donc là, en fait, ce n'est pas une relation donc, disons, de concurrence, mais plus de collaboration, bien une relation de partenariat, si vous voulez. En ce qui concerne maintenant la collaboration entre Visa et les fintechs, en fait, je tiens à souligner un point très important qui nous est cher chez Visa, c'est que Visa, en fait, nous avons l'ADN d'une fintech. Visa, quand elle a été créée en 1958, c'était à ce moment-là, il n'y avait pas l'appellation fintech, mais c'était une fintech parce qu'on fournissait donc des services ou bien on était le partenaire technologique de la sphère financière. En fait, nous avons apporté des solutions alternatives qui sont plus efficaces pour les opérations de paiement et de retrait. Et en fait, tout ça en permettant une meilleure commodité, une meilleure ergonomie. En fait, c'est exactement ce que font les fintechs aujourd'hui. Donc, Visa, nous avons cet ADN-là. Donc, notre collaboration avec les fintechs nous permet donc d'apporter notre soutien vraiment depuis les toutes premières phases de conceptualisation avec notre plateforme qui s'appelle Visa Developer Platform et aussi les APIs qu'on met à la disposition donc, des développeurs de solutions. En fait, il y a tout un référentiel et on appelle ça un centre en ligne, bien sûr, qui fournit tout ce qu'il faut et tout est gratuit, donc c'est mis à la disposition donc, des développeurs de solutions. Donc ça, c'est pour la première phase. Après, en fait, il y a nos programmes qui s'appellent, donc le premier s'appelle le Visa FinTech Fast Track et aussi le Visa Ready, qui offre donc aux fintechs une panoplie de possibilités pour les accompagner pour le lancement et la commercialisation de leurs solutions. Donc, c'est tout un set d'initiatives, d'actions, en fait, pour aller parcourir, mais ça va prendre un peu de temps. Mais je pourrais référer donc notre audience peut-être au contenu de visa.com. En fait, vous allez trouver donc tout ce qui est en relation avec ces deux programmes-là. Après, en fait, il y a aussi le volet partenariat avec les fintechs. Visa, on collabore aussi avec les fintechs dans le cadre de partenariat bilatéral pour peaufiner ou bien pour optimiser leurs solutions
et aussi pour assurer leur promotion à l'échelle internationale. Vous savez, les fintechs, généralement, ce sont des petites boîtes, c'est le nombre limité d'employés, ce sont les ressources qui sont plus ou moins limitées. Et aussi, il y a l'accès à l'international, et bien l'accès au monde financier qui est plus ou moins limité et restreint. Donc là aussi, Visa apporte son support pour les accompagner. Et, il y a vraiment beaucoup d'exemples de par le monde où nous avons collaboré avec les fintechs. En fait, le but final, c'est toujours d'apporter une amélioration donc, aux offres des institutions financières principalement pour le consommateur final. D'accord, très bien. Merci pour cet éclairage. Alors, on a parlé des tendances en termes d'usage, on a parlé des acteurs. J'aimerais maintenant qu'on vienne à un autre point qui est également très structurant pour le renforcement de l'industrie du paiement en Afrique ou dans d'autres zones géographiques du monde. C'est le sujet des technologies émergentes. Donc, on voit que plusieurs innovations tendent à émerger et à renforcer les structures en place. Je pense notamment à la blockchain, aux cryptoactifs ou encore à l'intelligence artificielle. Donc, il y a déjà des initiatives ou des expérimentations dans ce domaine, bien qu'il y ait quand même des interrogations réglementaires et juridiques à apporter avant d'observer une adoption définitive sur différents écosystèmes à l'échelle globalisée. Et j'aimerais à ce sujet interroger M. Rifi sur son regard sur ces technologies émergentes et quelles sont d'après vous les solutions ou les technologies qui pourraient être porteuses pour le renforcement de l'industrie du paiement en Afrique et comment est-ce que vous y travaillez? Bon. Alors, je pense que les deux technologies émergentes les plus discutées, effectivement, au cours des 3 à 5 dernières années, sont bien entendu l'intelligence artificielle et la blockchain. Effectivement, tout le monde en parle. Il commence à susciter un intérêt considérable en Afrique subsaharienne. D'ailleurs, je pense que c'est en 2019 que Google a ouvert son premier centre lab en Afrique, situé à Accra, au Ghana, en plus de soutenir les programmes d'intelligence artificielle qu'ils ont déjà lancés avec je ne sais plus du nom exact, l'Institut africain des sciences mathématiques au Rwanda. Microsoft a aussi lancé le centre de développement, son centre de développement pour l'Afrique. Un à Nairobi au Kenya, l'autre au Nigeria. Moi, comme vous interpellez sur mon avis d'abord, en tant qu'intervenant dans le domaine de l'écosystème en général, je suis persuadé que l'intelligence artificielle, notamment avec la dimension machine learning, big data, ainsi que la blockchain, ils peuvent aider, je pense, à résoudre divers problèmes sociaux et économiques en Afrique, dans la région, comme en témoignent les cas d'utilisation, enfin certains d'autres cas d'utilisation qu'on voit aujourd'hui. Bon, maintenant, effectivement, comme vous l'avez dit, ces technologies elles sont émergentes, elles peuvent avoir un profond impact sur une variété de secteurs et de services en Afrique subsaharienne. Maintenant, voilà, une application ou une adoption généralisée, je pense qu'elle continuera à poser des défis importants par manque de cadre politique, par manque de cadre législatif relatif aux données qui seront utilisées. Voilà, enfin, ceci aussi compte aussi, il ne faut pas l'oublier, une pénurie, je pense, un peu importante en termes de compétences techniques pour élaborer des cas d'utilisation, des cas d'usage pertinents au niveau local. L'infrastructure aussi, elle reste, faut-il peut-être le rappeler, peut-être on reviendra là-dessus, un peu médiocre, en particulier en dehors des zones urbaines. Parce que quand on parle d'Afrique, ce n'est pas uniquement les zones urbaines, les grandes villes qu'on connaît et qu'on vient de citer. C'est bien tout l'espace africain. Voilà, maintenant, je pense qu'il y a peut-être aussi un autre point que je vais peut-être citer, voilà, sans peut-être trop concentrer là-dessus, c'est que l'utilisation de ces technologies aussi, leur impact à long terme sur l'emploi suscite aussi également des préoccupations éthiques, compte tenu de la composition démographique de l'Afrique.
Maintenant, je pense que les parties prenantes, quand même, enfin en Afrique, ils devront quand même travailler ensemble pour résoudre les défis liés à ces technologies et maximiser leur potentiel dans la région. Nous, c'est ce que nous faisons aussi, enfin, de façon vraiment, enfin, je le dis humblement, au sein de S2M, la société que je représente ici. C'est ce que nous faisons à travers, à travers de l'innovation à la fois interne, l'innovation d'idées au sein de nos équipes, et aussi en nous associant avec des startups et des fintechs, qu'elles soient du groupe dans lequel, enfin, qui est actionnaire majoritaire de nos sociétés, qui est le groupe Medtech, ou ailleurs. Mais le sujet, il est vraiment adressé aujourd'hui chez nous avec, on l'espère, des premières applications en Afrique parce que, un, je pense qu'il y a un potentiel à moyen terme et deux, nous avons une responsabilité aussi vis-à-vis de cela d'apporter des solutions qui peuvent répondre à ces enjeux africains et développer son industrie. D'accord, merci pour ces éléments. Vous l'avez évoqué en première partie de ce débat, j'aimerais qu'on y revienne maintenant, c'est le sujet de l'open banking. Donc on voit que l'open banking aujourd'hui c'est une réalité dans différentes régions du monde. On peut citer en exemple le cas de Singapour, des États-Unis ou encore de l'Australie, sans oublier le Royaume-Uni qui est très en avance sur ce sujet au niveau européen avec près de 90% du marché qui fonctionne déjà sur les API. En Europe, l'open banking est surtout perçu comme une évolution réglementaire directement liée à la DSP2, avec une variété d'approches. Et autre zone géographique à mentionner sur le sujet de l'open banking, c'est le Brésil, qui perçoit finalement l'open banking comme une façon de faire évoluer son infrastructure financière dans le sens de la modernité et du digital. Ma question s'adresse à Monsieur Romdan. Quelles sont les potentialités de l'open banking pour le continent africain et comment est-ce que vous y travaillez au sein de Visa? Merci Andrea. Donc justement, vous l'avez souligné, l'open banking est, disons, je dirais pas une tendance, mais c'est vraiment un des piliers des stratégies des gouvernements, des banques centrales de par le monde. En Afrique, je pense qu'il y a quelques premières expériences qu'on avait vues. Je pense à l'exemple de Ghana, notamment, qui ont travaillé donc, sur une certaine intégration entre les différents moyens de paiement. Et l'interbancarité, c'est un sujet à la fois important, mais aussi très complexe et compliqué. Ce n'est pas un projet banque, ce n'est pas un projet institution. En fait, ça doit être le travail et le fruit de la collaboration donc, de plusieurs institutions, en fait, carrément de tout l'écosystème. Dans certains cas même, c'est le fruit de collaboration d'une collaboration plus ou moins régionale. Si on prend la région, donc les MOA, c'est en Afrique, c'est clair que le jour où on va penser à travailler sur l'open banking, ça va être un projet, disons régional. Visa, nous soutenons justement donc ces initiatives. Il y a tout, disons, l'arsenal, si vous voulez, technologique qu'on met à disposition donc, de nos partenaires. Tout à l'heure, vous avez évoqué donc, le blockchain et aussi ce qui est machine learning et tout ça. Justement, Visa, nous fournissons aussi des solutions, bien nous mettons à la disposition de nos partenaires des solutions qui permettent disons, d'atteindre cet objectif-là d'open banking avec la sécurité qu'il faut, que ce soit en utilisant les solutions blockchain, que ce soit en utilisant donc, des solutions d'artificial intelligence et toutes ces technologies-là. D'accord, très bien. Et j'aimerais vous poser une question complémentaire. Alors, c'est peut-être un petit peu prospectif, mais néanmoins intéressant. C'est le sujet de l'open finance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on envisage en Europe l'open banking comme une étape vers le concept d'open finance, concept plus élargi. Donc, pour l'instant, c'est un sujet qui est encore embryonnaire, mais néanmoins, on a déjà des éléments sur le sujet puisque la Commission européenne a présenté en septembre 2020 un plan Open Finance 2024 pour inviter les acteurs du marché à réfléchir à ce sujet. Est-ce que le concept d'open finance est déjà un sujet sur lequel vous réfléchissez sur le continent africain? L'open finance, alors l'open finance justement, c'est aussi important que l'open banking dans le sens où c'est un projet structurant pour les économies. Ça ne touche pas que
disons, la sphère financière ou bien l'environnement des institutions financières. En fait, c'est vraiment au sens plus large parce que ça offre au consommateur final, au business, donc de nouvelles possibilités d'interaction avec le monde des finances, de manière aussi encore plus facile, encore plus interactive, et ainsi de suite. Je pense que le Open Finance pour le continent africain, je pense qu'il faudrait suivre surtout certains marchés qui sont, je dirais, à la pointe de ces technologies, qui ont notamment des éditeurs de solutions qui sont assez évolués. Je citerai l'exemple du Maroc, où il y a beaucoup d'éditeurs de solutions qui ont l'expertise qu'il faut pour accompagner le gouvernement via la Banque centrale avec ce type de projet. On l'a vu par exemple avec le projet de mobile banking Maroc, où il y a les éditeurs locaux qui ont pratiquement monté toute l'infrastructure ici. Je pense que ce sont sur ce marché-là qu'on va assister en premier lieu donc, à l'émergence de l'open finance, je pense, dans un avenir très proche. D'accord, merci pour ces compléments. J'aimerais qu'on aborde maintenant un sujet, à mon sens, essentiel quand on parle d'évolution de l'industrie des paiements à moyen long terme, c'est l'interbancarité. On sait que c'est un élément structurant, d'autant plus dans un continent africain caractérisé par une mosaïque en termes de modèles, en termes d'habitudes, d'usage et aussi en termes de réalité économique et politique. Question pour Monsieur Tidiane Wane. Aujourd'hui, comment est-ce que vous analysez la situation de l'interbancarité sur le continent africain et d'après vous, comment est-ce que la situation va évoluer au regard de l'évolution des choses, que ce soit en termes d'usage ou en termes de stratégie? Par contre, il faudrait que vous activiez votre micro, s'il vous plaît. Ok, merci Andrea, vous avez parfaitement raison. Donc aujourd'hui, en Afrique, l'interbancarité aujourd'hui se positionne comme la solution pour intégrer le maximum de personnes sur les technologies de paiement électronique. Simplement un exemple, on se rend compte que la plupart des transactions monétiques en Afrique se font en intra entre les banques africaines, même si l'usager détient une carte internationale. Dans notre zone UEMOA, par exemple, qui regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, le régulateur JIM UEMOA a pu constater que plus de 90% des opérations sur les cartes bancaires, les paiements, les retraits, etc., se font entre banques locales. Même si aujourd'hui, vous détenez une carte Visa, Mastercard, American Express, etc., tout ça là, quand vous arrivez à l'hôtel ou bien quand vous arrivez dans une plateforme de paiement électronique, si vous lancez un paiement, en général, l'opération se dénoue dans un switch africain. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, les paiements entre acteurs africains occupent l'essentiel des volumes de transactions dans la zone, si bien qu'il n'est vraiment pas nécessaire d'aller interroger des réseaux extérieurs pour faire aboutir certaines transactions. Donc, la conséquence de tout cela, c'est que les Africains doivent faire tous les efforts pour développer l'interbancarité entre les banques africaines et capter le maximum de ces flux financiers afin de mieux satisfaire nos populations. Donc, ça nous donne, comme je l'avais dit tout à l'heure, des opportunités. Donc, nous, industrie de paiement, qui développons les moyens de paiement à travers les plateformes digitales, ou les outils de paiement à travers la carte bancaire et le terminal de paiement électronique, nous devons tenir compte de cela et permettre à nos usagers de pouvoir accéder à la ressource technique ou à la ressource digitale sans pour autant faire des kilomètres ou bien des centaines de mètres pour pouvoir déployer une opération. Donc aujourd'hui, le mobile money est une réalité. Et si on l'interconnecte avec les plateformes digitales et les outils de paiement électronique, ça peut satisfaire une bonne partie des questions qui sont posées. Donc, si les banques aujourd'hui se connectent entre elles, donc l'interbancarité sera une réalité et ça ne permet que de régler la majorité, une bonne partie des questions qui sont posées.
Donc aujourd'hui, avec le Covid-19 qui s'est avéré la chose la plus partagée dans le monde, donc toutes les banques sont en train de pousser vers la digitalisation de leur process et en même temps vers l'usage des moyens de paiement électronique pour éviter tous les impacts du Covid-19 sur leur chiffre d'affaires. Et donc aujourd'hui, les populations africaines se sont révélées très résilientes par rapport à la pandémie. Et donc, ces outils de paiement électronique et ces moyens de paiement électronique, conjugués avec l'interbancarité des plateformes, permet de résoudre une bonne partie des problèmes qui sont posés. Donc, merci. Effectivement, donc ça va évoluer. La situation aujourd'hui par rapport à la reprise progressive des activités après, bon, je ne dirais pas après, on est toujours en période de pandémie, mais on est obligé de vivre avec. Donc la reprise des activités se fait progressivement et donc aujourd'hui, les moyens de paiement électronique constituent vraiment la solution idéale pour pouvoir aller vers la reprise normale des activités économiques et sociales. Merci pour ces éléments. Puisqu'on a beaucoup parlé de la crise sanitaire liée à la Covid, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur ce sujet. On a vu que cette crise sanitaire avait eu des effets sur l'écosystème des paiements avec une évolution, une accélération de la dématérialisation du paiement, par exemple sur le paiement de proximité, en favorisant l'utilisation de la carte au détriment des espèces dans plusieurs régions du monde. Et on l'a vu aussi sur des sujets un petit peu plus prospectifs, comme par exemple l'accélération des réflexions et débats sur la création d'une monnaie digitale de banque centrale, la CBDC, Central Bank Digital Currency, qui mobilise de nombreux travaux, non seulement au sein de l'écosystème européen, mais dans d'autres régions du monde. Je pense par exemple au Brésil, qui a créé un groupe de travail via la Banque centrale brésilienne sur ce sujet au mois de septembre. Donc on voit que finalement, on peut dire que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a vraiment créé un nouveau cycle en termes d'évolution des usages. Et j'aimerais sur ce point m'adresser à Monsieur Romdan pour savoir comment est-ce que finalement les acteurs du marché ont vocation à interagir pour adresser cette évolution des usages et aussi pour l'accélérer, puisque l'intérêt est aussi de pousser la réflexion vers le développement d'usages de plus en plus cashless. Merci Andrea. En fait, je pense qu'il faudrait partir d'un premier constat, c'est que cash is still the king. Le cash est toujours roi sur nos marchés. Vous savez, si on prend l'indicateur des totales des dépenses des ménages, le Payment Consumer Expenditure, PCE, on va voir qu'il y a plus de 90% des paiements des ménages qui sont faits en cash jusque-là. Et ça, c'est de manière uniforme, plus ou moins, sur tous les marchés africains. Il y en a même qui atteignent les 98% en cash et que 2%. En fait, les 2%, c'est tout ce qui est, c'est-à-dire carte, virement, chèque, tout ce qui n'est pas cash. Donc, le cash occupe toujours une place prépondérante dans le paiement. L'idée, c'est quoi, en fait? C'est qu'il faudrait que tous ces acteurs-là, en fait, tous les acteurs sur le domaine du paiement, disons, adoptent deux concepts de base qui sont premièrement les partenariats, deuxièmement les synergies. C'est simple. Nous, en fait, c'est comme s'il y a cette bataille ou bien cette concurrence juste autour donc, des quelques points de pourcentage sur le paiement en cash, qui ne dépasse pas les 3 à 4%. D'accord? Alors que le paiement en cash, en fait, si on le considère comme le concurrent principal, on pourrait collaborer ensemble et bénéficier des synergies qui existent entre les différentes institutions pour adresser donc, le nombre, en fait, tous les use cases, ou bien les usages qui naissent à partir donc, des nouvelles technologies. Alors, très rapidement, il y a peut-être 5 points sur lesquels les acteurs pourraient collaborer ou bien sont déjà en train de collaborer. Notamment Visa, en fait, on est en train de collaborer sur ces points-là avec tous les acteurs donc, de l'industrie de paiement. Le premier, c'est l'amélioration donc, de l'acceptation, ou bien dans l'empreinte de l'acceptation, parce qu'on voit que jusque-là, il y a
un nombre très limité de commerçants qui acceptent donc le paiement électronique. Déjà, ça c'est un premier point sur lequel on travaille, notamment tu viens de citer donc le e-commerce et le sans contact. Ce sont justement les deux accélérateurs ou bien les deux leviers principaux qu'on utilise, c'est-à-dire pendant cette période-là, donc pour une accélération donc de l'empreinte de l'acceptation. Le deuxième point, c'est la sécurité, justement. Donc, il ne faut pas oublier que la sécurité reste un élément fondamental à tout système de paiement, parce que tout système de paiement repose sur la confiance des utilisateurs en ce système-là, et cette confiance-là, au fait, principalement repose sur la sécurité du système. Donc, il faut toujours garder en tête que toute solution de paiement doit fournir le niveau de sécurité adéquat, et je dirais pas maximal, mais adéquat et approprié. Et sur ce sujet-là, on collabore avec, j'en ai juste l'exemple des banques centrales avec qui on collabore sur les feuilles de route pour la sécurité, on appelle ça Security Roadmaps, qu'on a développé sur plusieurs marchés et régions du monde. Troisième point, c'est le cadre réglementaire. Sur plusieurs marchés, on trouve une absence quasi totale d'une réglementation autour des paiements, enfin autour des paiements électroniques. Je ne parle même pas de tout ce qui est blockchain, tout ce qui est donc cryptocurrency, c'est même c'est-à-dire les paiements qui sont devenus classiques maintenant, les paiements par carte et même le paiement mobile, c'est plus ou moins du classique. Jusque-là, il n'y a pas une réglementation qui régit ça. Quand je dis réglementation, ce n'est pas pour restreindre le champ ou bien pour imposer des freins, mais c'est plus pour stimuler, disons, la croissance, notamment avec l'implication des institutions financières des banques faites pour le financement. D'accord. Donc, un cadre réglementaire permettant, entre autres, de fournir aux fintechs, entre autres, les possibilités d'être financés dans leur business permettrait justement d'avoir cette accélération donc, de l'adoption de vos usages. Donc, le quatrième point, ce sont les plateformes technologiques. Les sujets, tout à l'heure, vous avez évoqué par exemple l'Instant Payment ou bien le Real-Time Payment, le RTP. Encore une fois, le RTP, ce n'est pas un sujet qui pourrait être lancé, disons, par une institution, bien juste par une banque. Non, en fait, ce sont des projets structurants pour l'économie qui doivent être gérés par l'ensemble donc, des acteurs. Et Visa aussi, donc, on fournit disons, notre expertise, notre exposure. Il y a beaucoup de projets en Brésil, vous avez cité. Visa, on est fortement donc, impliqué et activement impliqué dans la réalisation, dans la delivery de ces projets-là. Donc RTP, entre autres, Real-Time Payment, c'est un projet sur plusieurs donc, marchés sur lesquels on collabore. Il y a aussi l'intelligence artificielle. Maintenant, il y a beaucoup de produits et de services chez Visa qui reposent sur l'intelligence artificielle, ça depuis peut-être une décennie déjà, et plus même. Le blockchain, il y a des produits aujourd'hui qui sont live, qui sont sur le marché, qui offrent donc, qui utilisent l'architecture blockchain, notamment pour les transferts de grands montants cross-border. Donc, c'est une des applications de blockchain utilisées. Donc, tout ce qui est donc, technologie, je pense qu'il devrait y avoir une collaboration de tous les acteurs pour adresser donc, les nouveaux usages. Et dernier point, c'est le support. Donc, le support au sens large, c'est pour dire qu'il faudrait que tout le monde collabore pour que le maillon faible de la chaîne de valeur soit, reçoive, disons, le support qu'il faut pour qu'il réussisse sa mission. Parce qu'on ne peut pas imaginer une chaîne de paiement où il y a un maillon qui est fait, par exemple, en termes de sécurité. Donc, il faut lui dédier les ressources qu'il faut, les budgets qu'il faut pour remédier à tous ces problèmes-là. Je vais juste terminer par peut-être une petite constatation, c'est que je pense que vous êtes familier avec la loi d'O'Moore, qui lui, il avait prédit que chaque 18 mois, il y aura un doublement de la puissance des processeurs ou bien du matériel informatique au même coup, chaque 18 mois. Je pense que cette loi-là allait même dépasser maintenant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup plus, donc, la vitesse, elle est beaucoup plus importante et le rythme d'adoption des technologies, il est beaucoup plus important. Et on le voit même avec, rien qu'avec le nombre d'écrans, avec quoi on interagit au quotidien. Avant, il n'y avait que la télé, puis un PC, s'il existait. Maintenant, il y a même les montres connectées, les réfrigérateurs connectés, les tablettes, téléphones. En fait, c'est une dizaine d'écrans, disons, en moyenne par utilisateur. Et cette adoption par le consommateur final de la technologie devrait être accompagnée d'un angle paiement, par une amélioration de l'expérience paiement aussi. Donc, sur ce point-là, donc, il faut que tout le monde collabore aussi.
D'accord, merci pour cet éclairage. Monsieur Rifi, vous avez, je crois, des commentaires à apporter? Oui, absolument. Je vous remercie de me donner la parole. Je souhaiterais juste rebondir sur deux ou trois points. Le premier, en relation avec l'interbancarité. Donc, je pense, je rejoins ce que disait M. Wan par rapport à la nécessité de promouvoir et de continuer à développer l'interbancarité. Maintenant, ça n'a pas été dit, mais bon, j'ai entendu, on le sait de toutes les façons, il est question aujourd'hui, où il y a des réflexions autour d'une interbancarité au niveau Afrique, carrément, qui consiste à éventuellement, voilà, il y a une réflexion pour assurer une sorte d'interopérabilité entre les switches d'Afrique ou quelques-uns. Bon, je me permettrai juste de rebondir là-dessus pour dire que moi, à mon humble avis, un avis personnel, je ne pense pas que ça soit une priorité aujourd'hui, dans une situation où l'interopérabilité wallet n'est pas encore suffisamment développée, et surtout que le paiement n'est pas encore instantané. Et là, je rebondis, le deuxième point, je rebondis sur ce que disait M. Rondin par rapport au cash. Bon, il a parlé aussi de l'instant payment. Moi, je me permets quand même de rappeler qu'il y a un lien fort entre les deux. Le sujet, c'est le cash avec lequel on est en compétition aujourd'hui. Et aujourd'hui, le cash, déjà en termes de coûts, bon, effectivement, il coûte beaucoup à l'économie du pays, mais quasiment rien à l'usager, hormis le risque qu'il le perde ou qu'il se fasse voler. Bon, ça d'une part. Mais en plus, une transaction cash est une transaction instantanée. Donc, si on veut être compétitif au cash, il faut que la transaction de paiement soit instantanée pour les bénéficiaires, en attendant que les usagers, bien entendu, soient convaincus après de sa compétitivité financière. Mais déjà, l'instantanéité, elle est capitale aujourd'hui, c'est une nécessité, et en plus, elle contribuera forcément à une meilleure adhésion au système de paiement, notamment par les marchands qui sont peut-être frileux à adhérer à cet écosystème du fait qu'il doit être payé que plusieurs jours plus tard. Donc, il faut promouvoir l'instantanéité, il faut qu'on le dise vraiment haut et fort au niveau de l'Afrique. Bon, au niveau du pays, déjà de chaque pays, en cross-border, on verra après. Sans oublier aussi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui est paiement J2B et B2B, l'instant payment est une excellente solution pour développer ce type de paiement. Maintenant, le dernier point sur lequel je voulais rebondir par rapport à ce que vous avez dit par rapport à la crise Covid, Andrea. Oui, malgré qu'il soit triste de parler d'opportunités, aujourd'hui, la crise du Covid, elle a bien été pour accélérer la transformation digitale. Maintenant, soyons pragmatiques, n'oublions pas que cette crise, comme on parle d'acteurs et de fintech, n'oublions pas que cette crise, elle a nui gravement aux moyens de subsistance les plus basiques des personnes à faible revenu en Afrique, comme d'ailleurs partout dans le monde. Et ce qui est important à souligner, c'est que même de nombreuses parties de l'écosystème de l'inclusion financière qui ont été conçues fondamentalement pour aider ces gens sont eux-mêmes fragilisés et menacés. Et donc, il est important, il est vital de veiller à ce que l'écosystème, notamment des fintech, reste suffisamment compétitif pour créer de nouvelles expériences, pour continuer à créer de la valeur. Ça conduira certainement à maximiser les gains de services financiers digitaux. A contrario, une consolidation et un retrait de ces fintechs ou des startups entraînerait, à mon avis, une plus grande concentration dans le secteur, ce qui sera dangereux et pourrait donc retarder l'inclusion financière et l'atteinte des objectifs que nous avons cités, qui sont tout simplement l'inclusion financière et la réduction du cash. Voilà, je vous remercie de m'avoir donné la parole sur ça. Merci pour ces compléments et d'autant plus que le sujet de l'inclusion financière me permet de faire une transition adaptée vers la question d'après, puisque c'est la thématique de la question que je souhaitais poser à Monsieur Wan. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense aux nouveaux usages, on ne peut pas occulter
cette donnée, la donnée inclusion financière et aussi la donnée inclusion numérique, puisqu'il y a aussi des problématiques d'électronisme. Je cite un concept qui est né récemment pour matérialiser les personnes qui sont nativement exclues des usages numériques. Et cette réalité sociétale, économique est d'autant plus présente sur certaines zones de la région africaine. Aussi, j'aimerais savoir, Monsieur Wan, comment vous y travaillez et justement quelles sont les solutions à mettre en place pour assurer l'innovation et l'évolution vers de nouveaux usages tout en garantissant également cette donnée inclusion financière et numérique. Par contre, il faudrait activer le micro, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Andrea. Effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, les systèmes de paiement africains doivent prendre en compte l'inclusion financière et numérique. Mais nous, on a ici en Afrique nos réalités. Il y a les réalités économiques et sociétales qui sont là. Aujourd'hui, pratiquement 90% de la population africaine, bon, elle est analphabète, sans trop de moyens et pratiquement non bancarisée. Aujourd'hui, il y a des problèmes réels d'accès aux moyens de paiement existants, les banques, les guichets automatiques, les terminaux de paiement électronique. Mais heureusement que les plateformes monétiques et les plateformes digitales aujourd'hui sont en train de faire leur chemin. Sur le terrain, le numérique et le mobile money apportent une solution pour les histoires de transfert d'argent entre parents, ensuite la prise en charge de dépenses familiales à distance par la solidarité et l'entraide des proches, etc. Donc aujourd'hui, l'inclusion financière est devenue un sujet plus d'actualité. Ça fait des décennies qu'on en parle en Afrique, mais il faut aujourd'hui l'implémenter sur le terrain. Selon les études de la Banque centrale et du GIM et au moins dans notre zone ouest africaine, pratiquement le taux de bancarisation des populations ne dépasse pas les 18%. Même si on ajoute les SFD et les institutions de microfinance, les IMF, on ne dépasse pas les 22%. C'est-à-dire qu'environ pratiquement 80% des populations africaines sont exclues des systèmes bancaires et des institutions financières comme les assurances, etc. Tout ça là. Donc aujourd'hui, l'industrie de paiement électronique est une opportunité pour ces personnes-là de pouvoir intégrer le système. Comment? C'est-à-dire en développant les plateformes digitales de paiement électronique et en développant les outils. Les outils sont pratiquement de 2 ou 3 ordres. Il y a la carte bancaire, il y a le terminal de paiement électronique et il y a les paiements à distance via des plateformes monétiques. Et ça permettra d'accéder, de faire accéder les 80% qui ne pouvaient pas accéder aux agences bancaires via l'ouverture de comptes, etc., tout ça là, de pouvoir accéder à un traitement digital de leur statut. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'inclusion numérique. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, l'identification digitale est aujourd'hui en train d'être implémentée pratiquement dans tous les pays. Aujourd'hui, la carte d'identité est en train de devenir une carte d'identité biométrique. Pratiquement, les 15 pays de la CEDEAO l'ont déjà adoptée. C'est une carte d'identité biométrique aujourd'hui, numérisée, qui est en train de circuler entre les pays. Avec ça, on peut avoir des données statistiques réelles sur le déplacement des populations et sur le traitement des données. On sait tous qu'aujourd'hui, l'usage des réseaux sociaux entraîne un réel danger par rapport à la cybercriminalité, par rapport à la fraude, etc. Tout ça là, ce sont des choses qu'il faut surveiller. Donc, la numérisation de l'identification sur le terrain est un enjeu majeur pour les États, pour les gouvernements et pour les systèmes financiers. Donc, la fraude aujourd'hui sur les cartes bancaires ou la fraude sur les transactions monétiques aujourd'hui est traitée en haut lieu par les institutions financières et les institutions bancaires. Donc, l'inclusion financière aujourd'hui et avec l'inclusion numérique peut à la fois être une source de solutions comme aujourd'hui un challenge pour les pays africains. Bon, nous, acteurs de l'écosystème, on doit y réfléchir de plus près pour pouvoir avoir en ligne de mire. La première chose, c'est
la satisfaction des populations. Et la deuxième chose derrière, c'est la sécurisation des données par rapport au gouvernement et par rapport aux organisations bancaires et par rapport aux institutions financières. Donc aujourd'hui, c'est ça les enjeux. Et donc, pour moi, en tout cas, le défi est là. Donc, l'inclusion financière, forcément, va engendrer l'inclusion sociale. Parce qu'aujourd'hui, quand tu peux prendre en charge la santé de l'individu via une plateforme monétique ou numérique et via une carte de santé digitale avec un moyen de paiement de ses frais médicaux, tu impactes forcément sur sa vie de tous les jours. Donc, qui dit inclusion financière dit inclusion sociale. Et les parents pauvres qui n'étaient pas pris en charge au départ par les institutions financières ou les institutions bancaires, parce que simplement ils n'arrivaient pas à accéder à leurs ressources ou bien ils n'arrivent pas à accéder à leur système, peuvent être récupérés par ces plateformes ou par ces moyens pour pouvoir intégrer le système et pouvoir avoir accès à la ressource ou aux technologies de la même manière que l'ensemble des autres acteurs. Donc, c'est ça que je voulais un peu ajouter par rapport à ce qu'a dit mes collègues. Et je crois qu'aujourd'hui, l'inclusion financière aujourd'hui est un enjeu majeur qu'il faudra continuer à explorer. André, si tu permets, je voulais juste rebondir sur ce que disait M. Wayne. Justement, en fait, l'inclusion financière, c'est une nécessité. Maintenant, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas quelque chose d'accessoire qu'on va faire à la marge de ce qu'on fait, disons, d'habitude. En fait, l'inclusion financière, c'est vraiment une nécessité, c'est même un besoin basique c'est-à-dire à quoi tout citoyen devrait avoir donc accès naturellement, disons. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que la problématique principale de l'inclusion financière avant était donc le coût. Le coût dans le sens où pour inclure une personne ou bien disons un village ou bien un groupement de personnes dans la sphère financière, il faudrait s'implanter physiquement avec une agence, avec un bureau de poste ou autre, et puis offrir les comptes, tout ça. En fait, disons, c'était très complexe, compliqué, mais aussi coûteux. Le levier maintenant de numérique, de digital, c'est-à-dire résout tous ces problèmes-là de coût, de commodité et d'ergonomie. Dans le sens où maintenant on peut avoir donc des banques 100% digitales qui peuvent juste par simple enrôlement digital onboarder donc des clients n'importe où dans le monde carrément. Mais bon, si on reste à l'échelle du pays, on peut imaginer juste des personnes qui ont juste accès à un mobile smart ou même normal, qui, rien que par le moyen ou bien par le biais de ces téléphones-là, peuvent avoir accès aux services financiers. Donc, elles peuvent être incluses financièrement, ces personnes-là. Donc, juste que le levier donc, du digital doit être utilisé avec beaucoup de prudence, parce qu'il en fait, je ne dirais pas c'est une arme à double tranchant, mais il y a l'autre revers de la médaille qui dit que il y a le principe ou bien le concept de continuité du business, en fait, tout ce qui est sécurité aussi des systèmes, tout ça. Il faudrait aussi que ça soit fait de manière très c'est-à-dire rationnelle, mais c'est réfléchi pour assurer cet équilibre-là entre la commodité et la sécurité et, voilà, et offrir tout ce qu'il faut donc, au meilleur coût, mais avec aussi donc, les meilleures conditions de sécurité principalement. Alors, si vous permettez, si vous pouvez m'accorder une minute juste pour compléter, parce qu'effectivement, on parle beaucoup, quand on parle de l'inclusion financière, on parle de la population qui est exclue, qui est exclue, ou bien parce qu'elle est démunie, ou bien parce qu'elle est mal desservie. Alors, il y a une autre population que je souhaiterais signaler vraiment en une minute, c'est cette nouvelle génération, enfin, ce qu'on appelle communément la génération Z. Millennials. Comment? Les millennials. Exactement. Alors, c'est une population qui peut-être, même en Afrique, quand bien même elle serait inclue, peut-être, on ne l'adopte pas suffisamment. Donc, il y a un effort d'adoption à faire au niveau de cette génération qu'il faut retravailler davantage. Bien entendu, c'est une génération qui a de nouvelles demandes, qui a de nouveaux besoins, de nouvelles attentes. C'est une génération qui, faut-il le rappeler, représentera plus de la moitié de la population africaine dans les années à venir. C'est M. Ramdan parlait du digital et du enrollment digital. C'est une génération qui est native au digital.
Donc, je pense qu'il faut agir vite pour qu'elle passe, je dirais, d'un statut de connecté à un statut de digital. Parce que bon, ils ont tous quasiment des smartphones, donc il faut faire cet effort-là pour les passer sur ce statut de digital, en tout cas en ce qui concerne le paiement. Ils sont aussi, pour finir, ils sont aussi très sensibles aux rewards et aux discounts. On le voit de toutes les façons avec les jeunes, nos enfants, comme ils ont pu d'ailleurs adhérer facilement au programme Reward de Starbucks. C'est un succès phénoménal. Comment ils sont sensibles aux différents discounts, formules, par exemple de McDo ou autres. Donc, il est important aussi, dans le cadre des solutions mobiles wallet que nous proposons, de renforcer les programmes de fidélité et surtout que les acteurs concernés puissent bien les animer dans l'application de paiement mobile mise à leur disposition. Il ne faut pas oublier aussi un dernier point, que cette génération, ils peuvent aussi adopter facilement les achats via les réseaux sociaux, dans lesquels ils interagissent plusieurs fois dans la journée. Et donc, je pense qu'il faudra aussi réfléchir à s'intégrer avec ces réseaux, les WhatsApp, les Facebook, Payment Messenger, le Snapcash, etc. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas avoir peur de leur concurrence. De toute façon, mieux vaut s'intégrer avec eux que de les laisser venir occuper le terrain seul. Si Merci. vous permettez, oui. Juste parce que M. Rifi, il a parlé de la génération Z, justement, en fait, c'est celle qui a après les millennials. Donc, les millennials, en fait, je pense, c'est 80, 81 jusqu'à 96. Et après viennent les générations Z dont vous parlez maintenant. En fait, ce qui est caractéristique de cette génération Z, c'est qu'elle est native, disons, digitale, mais aussi elle s'est habituée au gratuit en quelque sorte. Parce que pour envoyer des emails, avant, c'était, en fait, on devait envoyer des lettres, donc avec les timbres et tout ça, avec la poste, ça coûtait un peu d'argent. Aussi pour le téléphone aussi, ça coûtait de l'argent pour parler au téléphone, mais même pour avoir son mobile. Maintenant, c'est WhatsApp, ainsi de suite. Donc, c'est une génération qui est habituée donc, au gratuit, enfin, le gratuit, disons, ce qu'on voit, en fait, parce que derrière, certainement, donc, on est en train de payer quelque part, hein. Donc, il faut qu'on définisse les moyens justement de fournir cette expérience-là, donc qui offre, disons, le coût qu'il faut à cette génération-là pour les inclure financièrement. Vous avez parfaitement raison, M. Rifi, ce n'est pas que les zones géographiques ou bien, c'est même les tranches d'âge. Hein. Les tranches d'âge, c'est aussi important. Donc, comment maintenant inclure cette génération-là donc, dans la sphère financière et économique? Absolument. Très bien. Merci pour ces éclairages. Donc, on a beaucoup parlé des problématiques d'inclusion financière, inclusion numérique et les différents freins qu'on peut identifier aujourd'hui sur cette évolution de l'infrastructure et du secteur de la monétique et des paiements en Afrique. J'aimerais maintenant évoquer un enjeu clé aujourd'hui qu'on identifie à l'échelle internationale, c'est le cross-border. Donc, c'est vrai qu'on a vu différentes initiatives en ce sens ces dernières années, donc notamment en Europe, où en fait tout le programme qui est dédié au renforcement de la souveraineté européenne dans le domaine du paiement inclut à long terme l'importance du cross-border, c'est-à-dire structurer en fait une infrastructure de paiement européenne pour, dans un second temps, pouvoir l'exploiter et l'exporter à l'échelle internationale. Autre exemple, l'Amérique latine, que j'ai cité en introduction, avec l'Alliance ibéro-américaine de la FinTech, donc la création de passerelles entre les FinTech d'Amérique latine et la péninsule ibérique, pour des raisons culturelles et linguistiques qu'on peut aisément comprendre. Sur le sujet de l'Afrique, à mon sens, il y a une potentialité aussi pour une évolution dans cette direction, puisqu'il y a des passerelles naturelles qui peuvent venir notamment avec des pays anglophones, francophones ou encore lusophones. Et donc, ma question est à l'attention de Monsieur Wan. Justement, comment est-ce que l'industrie des paiements africaine peut tirer parti du cross-border pour justement renforcer sa place au sein de l'écosystème globalisé? Vous avez parfaitement raison. Donc aujourd'hui, avec la numérisation et la digitalisation, donc il n'y a plus de frontières. Toutes les barrières frontalières ont sauté. Donc aujourd'hui, on est dans un monde globalisé et les solutions traversent les continents. Donc, pour vous donner un exemple, nous, notre usine de fabrication de cartes et de terminaux de paiement électronique a initié un programme qu'on a appelé Carte Diaspora, avec l'ensemble des Sénégalais qui vivent à l'extérieur. Aujourd'hui, ils sont
à peu près 3 millions de personnes. Ces 3 millions de personnes aujourd'hui sont éparpillées un peu partout à travers le monde et à chaque fois, ils sont sollicités par leurs familles qui sont restées au Sénégal pour pouvoir les appuyer, payer des factures, venir en aide par rapport aux urgences médicales, etc. Donc, ça, alors qu'ils vivent à l'étranger avec des cartes bancaires Visa, Mastercard ou des cartes de débit qui sont liées à leur compte international. Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin d'être interconnectés de manière permanente avec leurs parents restés au pays. Et ça, il n'y a que la numérisation et les plateformes digitales monétiques qui peuvent aujourd'hui arriver à régler les problèmes. Donc, je vous donne cet exemple pour introduire, pour vous dire simplement que les plateformes digitales monétiques interconnectées de pays en pays ou de continent en continent peuvent être la solution réelle pour pouvoir améliorer la vie des populations. Parce que quoi qu'on dise, dans toute chose qu'on fait aujourd'hui sur ce bas monde, l'objectif principal, c'est d'améliorer le bien-être des populations, quelles que soient les technologies ou les solutions qu'on va mettre en place. Donc, le cross-border, comme vous l'avez indiqué, est un outil, une stratégie qui va permettre de pouvoir interconnecter des plateformes ou des solutions de pays en pays ou de continent en continent. Et ça peut être la solution à l'échelle globale. Et dans notre cas, les industries de paiement électronique, il faut qu'on puisse tenir en compte cela et développer des outils qui permettent aujourd'hui à ces solutions de prospérer. Par exemple, en développant des gateways qui permettent à des plateformes locales africaines de pouvoir s'interfacer par API avec des plateformes internationales qui peuvent initialiser le paiement là-bas et le faire aboutir ici. Et ça, ce sont des solutions qui sont en train d'être implémentées par des fintechs qui sont installés dans tout le continent et qui va faire transiter, aboutir les transactions de banque en banque ou de plateforme à plateforme. Donc aujourd'hui, le Sénégal ou tous les pays africains doivent travailler avec les technologies émergentes pour pouvoir trouver des solutions ou proposer des solutions qui permettent aujourd'hui aux gens de pouvoir se déplacer en toute sécurité et en toute liberté. Et ces solutions-là peuvent améliorer considérablement la vie de nos concitoyens. Donc, pour résumer, moi, je considère que les outils de paiement électronique qu'on est en train de développer via ces plateformes avec la carte bancaire internationale reliée à une carte locale via une plateforme d'interconnexion peut apporter des solutions certaines aux usagers et effectivement au monde, à l'écosystème numérique. Très bien, merci pour ce développement. Alors, on arrive au bout du débat, donc je tiens à vous remercier pour vos différents insights et vos prises de parole très intéressantes sur les différents sujets évoqués. Et je vous propose de passer tout de suite aux questions des participants avec déjà une série de questions sur la plateforme questions-réponses qui ont été partagées pendant la durée du débat. Et donc, une première question sur le thème de l'open banking. Une question de Monsieur Youssef Berada. Pourquoi l'open banking peine encore à convaincre les banques? Certes, l'open banking ouvre de nouvelles perspectives pour les utilisateurs, mais nuit aux intérêts de la banque vu le partage des données avec les concurrents. Est-ce que l'un de vous souhaite prendre la parole sur ce sujet de l'open banking? Bon, je pourrais permettre juste de... Oui. Allez-y, allez-y. Allez. Merci beaucoup. En fait, si je peux me permettre juste en deux mots, la crainte principale donc, des banques, c'est la perte de cette relation commerciale avec son client. Parce que les banques généralement capitalisent sur cette interaction avec leurs clients pour justement placer de nouveaux produits ou bien déjà connaître ses besoins et puis proposer donc les produits adéquats, ainsi de suite. Maintenant, si cette relation-là part et elle est gérée, disons, chez les concurrents en fait, de la banque, il y a le risque déjà de ne plus pouvoir
connaître le besoin de son client, mais aussi que ce client-là parte, c'est-à-dire dans une autre institution. Toujours est-il, il y a, avec l'open banking, il y a tout ce qui est digital, donc tout cet ensemble de solutions digitales qui permettent à la banque de garder toujours le contact avec son client. Et puis, je pense, vous tous, vous avez un compte bancaire et peut-être le nombre de fois où vous visitez l'agence se limite peut-être à, je sais pas, à quelques fois par année carrément. Donc, la perte de cette relation commerciale n'est pas vraiment d'actualité, si vous voulez, au vu donc, de développement donc, de ce qui est gestion digitale de la relation avec le client. Voilà. Monsieur Réfi, je vous ai coupé. Allez-y. Non, non, enfin, nous sommes en phase entièrement. Bon, je pense que il y a un sujet qui est important quand même qu'on ne peut pas empêcher de lier à l'open banking, c'est les fintech. Parce que l'idée même, enfin, l'objectif final quand même, enfin, derrière l'open banking, c'est de pouvoir justement que ces données que le client autorise à partager puissent être pris par des développeurs, avec des fintech pour créer des applications et des services digitaux diversifiés et à forte valeur ajoutée. Donc, même effectivement, on peut parler effectivement de concurrence, mais je pense que le sujet ne doit pas être un sujet de concurrence, parce que le marché il est tellement petit en plus en Afrique, il faut qu'on réfléchisse tous Blue Ocean, quoi. Enfin, là, c'est ce qu'il faut peut-être privilégier. Et l'open banking, il permettra, on parle du renfort significatif des fintechs africaines pour permettre de développer l'industrie de paiement. L'open banking, il peut en être un atout. Il faut pas l'oublier. Donc, il faut le renforcer. Je rappelle aussi un autre point qui est important, c'est les RegTech. On n'en parle pas beaucoup. Enfin, vous voyez, enfin, ces fintechs qui sont spécialisés justement dans l'utilisation de la data en accord avec la réglementation. Je pense qu'elles peuvent vraiment aider les banques, les EDP ou les EME, enfin, on les appelle dans l'Afrique de l'Ouest, à relever ce défi d'exploitation de la donnée et de son usage dans des cadres réglementaires. Je pense que ces RegTech, bon, les exemples, ils sont nombreux, notamment dans le monde anglo-saxon. Ils ont montré leurs preuves. Voilà, donc ils ont justement un recours à une batterie de technologies avancées, comme l'intelligence artificielle et le machine learning. Donc, je pense qu'il convient de les regarder aussi et de suivre de près ce qu'ils font et voir comment les intégrer au bon moment et pourquoi pas dans cette logique d'open banking. D'accord, merci pour ces réponses. Alors, une deuxième question. La stratégie de l'UA, à savoir la création d'une monnaie africaine commune sur la base d'union monétaire régionale, est-elle réaliste et souhaitable? Qui souhaite prendre la parole sur ce sujet? Je peux continuer peut-être? Oui, monsieur Réfi, allez-y. Bon, je pense que, alors, parce que bon, ça rejoint aussi ce que disait monsieur, un petit peu ce que disait monsieur Wan. J'aimerais juste m'arrêter sur un point. Je pense que l'Afrique, enfin déjà quand il s'agit de cross-border, quand il s'agit de monnaie unique, elle n'a pas à rougir. Elle a des exemples, elle peut donner l'exemple au reste du monde à travers ce qui est fait dans les différentes sous-régions déjà. Donc avec le franc, au sein de l'UEMOA, au sein du CEMAC, etc., enfin, qui utilisent notamment une monnaie unique, faut-il le signaler. Bon, il n'y a pas une monnaie unique au sein de toute l'Afrique, mais on l'a aujourd'hui au sein de certaines sous-régions de l'Afrique. C'est quelque chose qui impose le respect, qu'il convient de rappeler à chaque fois. Maintenant, une monnaie unique au niveau de l'Afrique, bon, bien entendu, je pense que la question elle a été posée par rapport au transfert d'argent à la diaspora, dont parlait M. Wan tout à l'heure, parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on veut chercher une interopérabilité du mobile, notamment sur le transfert d'argent entre les pays africains et entre différentes régions, effectivement, le sujet du change se pose effectivement immédiatement. Et s'il n'est pas réglé de façon réglementaire, effectivement, il pourrait paraître comme un frein
au développement de transferts d'argent entre des pays soumis à des monnaies différentes. Maintenant, oui, peut-être il convient effectivement de le réfléchir. Maintenant, je dirais plus, il faut que ça soit du moyen terme. Franchement, je pense qu'avec les enjeux dont on a parlé, d'inclusion financière, de réduction de cash, avec l'enjeu dont vous avez parlé par rapport à la crise du Covid, nous sommes en train de traverser cette crise-là. Nous sommes à la veille d'une relance économique que j'espère va arriver en début 2021. Franchement, il ne faut pas qu'on se trompe de priorité. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur ces points-là, promouvoir l'inclusion financière, réduire le cash déjà dans chaque pays, dans chaque sous-région, avec toutes les propositions que nous avons discutées très intéressantes dans ce débat-là. Et peut-être en profiter pour réfléchir en parallèle à ces questions-là, mais plus sur du moyen terme. Si je peux me permettre, Andrea, oui. Donc, deux petites remarques rapidement concernant une monnaie unique pour l'Afrique. En fait, la première, c'est qu'une monnaie unique doit être le fruit, disons, de tout un processus et ne doit pas être placée en amont, c'est-à-dire le début d'un processus. Je m'explique. En fait, une monnaie unique suppose qu'il y a eu une intégration économique, une intégration financière derrière pour arriver au point d'avoir une monnaie unique en Afrique. En fait, en Afrique, bien dans une sous-région. C'est le cas de la région UEMOA, par exemple, où c'est-à-dire, il y a cette intégration du de facto. Il y a même l'intégration, elle est même poussée parfois, une intégration même en termes de, disons, de droits, je ne dirais pas civiques, mais les droits, disons, de travailler, ainsi de suite, c'est-à-dire le droit à la propriété, qui sont aussi inclus dans cette vision globale. Vient après donc la monnaie unique, c'est-à-dire c'est le fruit, disons, d'une intégration au sens plus large. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que, et ça, en fait, tous les gouvernements et les banques centrales en sont conscients, c'est qu'une monnaie unique, c'est-à-dire c'est un sujet qui est très critique et très, disons, délicat à adresser. Du fait que, en fait, disons, les niveaux de développement économique ne sont pas les mêmes. Donc, entre les pays, le taux d'inflation n'est pas le même. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui impactent directement la valeur d'une monnaie. Et cette monnaie-là, si on n'a pas plus ou moins les mêmes indicateurs donc dans la région, ou bien la sous-région que va adopter une sous-monnaie, donc il y aura des problèmes. L'exemple de l'euro, je pense qu'on le connaît tous. Le passage à l'euro, il a causé certainement, donc il a eu beaucoup de bienfaits sur les économies et sur la vie, disons, quotidienne, sur la facilitation de l'intégration entre les pays européens, mais il y a aussi donc, certains phénomènes dans des pays, je citerai peut-être l'Italie, donc la Grèce, Portugal, il y a eu quelques phénomènes d'inflation, ainsi de suite. Donc, il faut, et ça, le gouvernement et la Banque centrale en sont parfaitement conscients, je pense, et puis voilà. Donc, ce n'est pas un sujet qu'on peut juste traiter, voilà, on dit qu'on voit une devise pour tout le contenu, puis on l'annonce. C'est vraiment tout un processus. D'accord, merci pour ce complément, Monsieur Romdan. Alors, avant de passer à la conclusion, j'aimerais citer deux questions, à mon sens, pertinentes, qui ont été posées via le chat cette fois. Quel est l'avenir de la carte bancaire dans la zone Afrique en post-inclusion financière, sachant que le mobile équipe largement la population banalisée et non que les opérateurs telco se positionnent en concurrent sérieux des banques? Et est-ce les acteurs du paiement électronique en Afrique prévoient l'arrivée de la crypto-monnaie? Si oui, comment? Donc, une question avenir de la carte bancaire et une question crypto-monnaie. Qui souhaite répondre? Oui. Pour l'avenir de la... Excusez-moi, hein, Andrea, merci beaucoup. Pour l'avenir de la carte bancaire dans la zone Ouest Afrique, dans la zone Afrique, post-inclusion, il y a beaucoup de gens qui posent ces questions dans les débats, souvent avec l'arrivée du mobile banking. Et il faut simplement, ce que je vais simplement ajouter, c'est que ce n'est pas deux technologies qui sont concurrentes, mais c'est deux technologies qui sont convergentes, dirons. Aujourd'hui, pratiquement, l'ensemble des banques ont des plateformes digitales et les cartes bancaires qui sont émises sont intégrées dans les plateformes digitales de paiement électronique, les plateformes monétiques, et même les cartes prépayées qui ne sont pas rattachées à des comptes bancaires sont souvent rattachées à des comptes virtuels. Donc, effectivement, même si la carte physiquement n'est pas sortie au moment du paiement, c'est le compte virtuel de la carte qui est impacté. On a dépassé aujourd'hui le stade où la carte est un outil plastique qui est une carte portefeuille
Et on est en train de migrer vers la carte multifonction avec d'autres avantages comme la santé, comme l'éducation, etc. Tout ça. Donc aujourd'hui, les cartes bancaires sont en train de se muer vers des cartes multifonctions avec la fonction bancaire, une fonction identitaire et d'autres fonctions additives que sont par exemple la santé, que sont l'éducation, que sont la prise en charge de l'assurance, etc. Tout ça. Donc ce n'est plus une carte portefeuille qu'on porte, on ne sort qu'au moment du paiement, mais c'est une carte qu'on peut intégrer dans une plateforme, annoncée, intégrée dans une plateforme et qui peut être sollicitée, débitée, créditée en cas d'une opération mobile banking. Donc, l'avenir de la carte ne se joue pas à ce niveau-là. Et effectivement, quelles que soient les évolutions futures, je crois que la carte restera et a de beaux jours derrière elle, parce que simplement, il y a des applications, par exemple, de transport, par exemple, qui nécessitent un compostage. C'est vrai que le billet électronique est en train d'être mis en place dans pratiquement la plupart des cas, mais souvent dans certaines organisations où, par exemple, tu peux faire du offline, la présence de la carte peut renseigner sur l'identité de la personne, parce que n'oublions pas quand même qu'on est encore à 80% de non bancarisés, et donc sortir comment ça s'appelle encore, d'une situation de 20%, 80% à une autre situation, ça demande des transitions. Et ces transitions-là vont encore durer des années, quel que soit le degré d'évolution de la technologie et la rapidité de l'usage de ces plateformes mobile money. Ce sont les acteurs telco aujourd'hui sont en train de prendre une bonne ascendance sur les transactions. Pratiquement aujourd'hui, Orange, pour ne pas le citer, a créé sa banque Orange Bank en Côte d'Ivoire. Elle a un BIN, elle peut aujourd'hui sortir des cartes bancaires avec toutes les applications digitales qu'Orange donne. Je donne un exemple. Mais effectivement, si les acteurs telco qui développent le mobile money vont jusqu'à sentir la nécessité de créer une carte qui va accueillir certaines fonctionnalités qui ne sont pas usuelles, effectivement, ça prouve que la carte encore a de beaux jours derrière. Très bien, merci pour cette réponse. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, que ce soit sur l'avenir de la carte ou la question d'après qui portait sur les crypto-monnaies et le positionnement de l'Afrique sur ce sujet? Bon, concernant la carte, j'ajoute rapidement il faut rappeler peut-être aussi qu'aujourd'hui, la technologie permet aussi de faire le pont entre la carte et le wallet. Donc, le sujet de la tokenisation que nous connaissons et qui est aujourd'hui en bon déploiement dans le monde. On espère pouvoir le faire rapidement en Afrique. En tout cas, nous, c'est quelque chose sur lequel nous avons bien investi. Donc, c'est un pont intéressant entre la carte et le wallet. Peut-être M. Randin pourrait en parler davantage, puisqu'il est aussi directement concerné. Maintenant, il y a aussi un sujet d'opportunité, peut-être par région. Il y a des régions ou des secteurs, plutôt des segments, qui peuvent plus être adressés par la carte, d'autres par le wallet. Voilà, il ne faut pas trop intellectualiser ça. Il faut plutôt essayer d'être pragmatique et intelligent et surtout venir avec la bonne offre pour le bon segment dans la bonne région. Voilà. En fait, M. Réfi me tend une perche, donc… Allez, si je vous en prie, on a encore 3 minutes. Très bien. En fait, si on parle d'avenir de la carte bancaire, il faut distinguer deux choses. Il y a le support physique qui est en plastique ou bien PVC, il y a les credentials, ou bien les données de la carte. Le support physique, on est, je pense, tous d'accord qu'il est voué à disparaître. Avec le temps, peut-être ça va se faire dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais un jour ou l'autre, ça va se faire. On n'aura plus besoin d'un support physique pour une carte bancaire ou bien une carte de paiement. Ça, c'est clair. Maintenant, les credentials de la carte elle-même, M. Réfi a parlé de la tokenisation justement parce que c'est un des moyens de digitaliser les données de la carte sur un support. Ça peut être le téléphone, bracelet connecté ou autre. Il y a même des puces sous-cutanées, entre parenthèses. Donc, il y a des gens qui disent maintenant des puces sous-cutanées sur lesquelles
téléchargent des applications de paiement sans contact et l'utilisent pour payer. Mais bon, c'est pas un produit Visa ou bien un produit qui est, disons, promu par Visa. Mais en fait, il y a le moyen de digitaliser et justement, ce sont les credentials qui vont subsister encore peut-être pour un petit bout de temps aussi. Ça peut être long, ça peut être court dans le temps. Et après, ce qui va, je pense, rester, c'est-à-dire l'avenir vraiment un peu lointain de la carte, ça va être la logique ou bien l'infrastructure ou bien tout ce qui gère, ou bien les standards en quelque sorte du paiement qui sont au jour d'aujourd'hui appliqués pour la carte bancaire, qu'on va demain appliquer avec bien sûr des adaptations pour le real-time payment par exemple, RTP ou bien instant payment, ou bien pour toute autre application, ça peut être pour le P2P, pour le wallet, toute autre application. Donc avec le temps, il y aura une première disparition de support physique. Après, donc le credentials qu'on est en train déjà de voir maintenant avec les tokens et autres, qui vont petit à petit peut-être disparaître pour être remplacés par d'autres moyens de paiement répondant ou bien sûr ou bien s'adaptant aux nouveaux usages. Rappelons juste que la carte, il y a une centaine d'années, la carte n'existait pas. Donc elle a été créée justement pour répondre à un besoin spécifique. Donc peut-être 20 ans, 50 ans, 100 ans, il y aura d'autres besoins qui devraient être adressés par un nouveau support de paiement. D'accord, merci pour ce complément, Monsieur Romdan. Nous arrivons maintenant à la fin du débat, donc je tiens à vous remercier, messieurs, pour vos insights et vos différents partages très enrichissants. Je tiens également à remercier l'ensemble des participants pour leurs interactions et leurs questions. Malheureusement, comme vous le savez, nous sommes pris par le temps, donc nous n'avons pas eu la possibilité de poser toutes les questions qui étaient partagées sur le chat et sur l'interface de questions-réponses. Mais merci en tout cas d'avoir interagi avec nos différents participants. Et je cède tout de suite la parole à e-conférence pour le mot de la fin. Merci à tous et bonne journée. Merci Andrea. Je remercie à mon tour nos chers intervenants pour la qualité des échanges, aussi nos chers participants pour les questions qui ont été posées. Malheureusement, on n'a pas pu prendre l'ensemble des questions, mais on a pu répondre à la majorité. Donc, je tiens à vous informer encore une fois que l'Africa Pay and ID Expo sera maintenue pour les 16 et 17 septembre 2021. Merci de rester informés par rapport à l'activité Happy Talk sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Merci Andrea. Bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci Andrea.